Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Cette phrase est tirée de Vérités et mensonges au sens extramoral de Friedrich Nietzsche. Cette citation apparaît dans le magistral livre d'Edward Said se nommant l'orientalisme. Et il me semble qu'il n'y a pas meilleure phrase pour qualifier et synthétiser les convictions et les affirmations que nous partageons généralement sur la dénomination et la définition de ce que seraient les diverses cultures de la planète. La croyance en une vérité des peuples ou des cultures est très commune, déjà en ce qui concerne celles qui nous sont proches et que nous avons relativement fréquentées, mais aussi concernant celles qui nous sont perceptibles qu'au lointain. Néanmoins, toute culture est évidemment une illusion que nous prenons pour une vérité, une construction historique que nous avons intégrée et qu'il est difficile de mettre à distance. Mais peut-être sommes-nous soumis encore plus puissamment à ce sentiment de vérité quand il s'agit des cultures extra-occidentales, qui peuvent nous sembler en relation avec des traditions qui seraient authentiques et inaltérables. Nous pouvons être persuadés que la France serait la patrie de la raison, que l'Allemagne serait celle dotée d'un ténébreux romantisme, ou encore que l'Angleterre serait douée d'une tempérance permettant un glorieux équilibrage en toutes circonstances. Néanmoins, ces notions naissent à un moment précis de l'histoire, et elles s'énoncent souvent dans une comparaison des nations, les unes par rapport aux autres. Par exemple, il est tout à fait honnête de penser que le caractère sentimentaliste du peuple allemand serait moins une particularité héritée du fond des âges qu'une construction en opposition au modèle français lors de la fondation de son État-nation à partir de la fin du XVIIIe siècle. Concernant les zones géographiques plus éloignées, celles dont les mœurs et les langues peuvent paraître si peu communes, elles semblent potentiellement émerger d'une anhistoricité rassurante qui se fonderait en une tradition, au moins jusqu'à leur modernisation, ou plus précisément leur occidentalisation. Dans le cas du Japon, il existe de nombreuses expressions, comme celle du Japon éternel en langue française, ou encore d'un équivalent, le Yamato Damashi. Ces formules véhiculent l'idée qu'il y aurait quelque chose d'une vérité dépassant les échanges historiques et que l'on pourrait s'y référer pour déterminer l'identité de ce peuple, son esprit. Ainsi, émergerait comme étant une vérité la fiction qu'un groupe social serait resté lui-même dans une tradition immuable, hors de toute dialectique qui pourrait le transformer et hors de tout processus d'importation et d'évolution sociale. S'il y a bien un pays qui a entretenu des relations avec ses voisins, des importations, que ce soit au niveau de l'organisation étatique, au niveau du langage, au niveau des arts, ou au niveau des sciences, c'est bien le Japon qui me vient à l'esprit, tant le nombre d'éléments qui a été importé est grand et garde encore des traces visibles de leurs origines multiples. Néanmoins, s'il y a un pays qui, de par son isolement, de par sa géographie insulaire, et de par sa réputation d'originalité serait isolé du reste de la planète, c'est certainement le nom de ce même pays qui serait prononcé. Comment décrire ce paradoxe si partagé ? Comment trouver des mots pour le conceptualiser hors d'une union improbable entre un dedans et un dehors, figure si évidente au premier abord, et si répandue que les guides touristiques ne cessent de la rappeler par des formules mêlant tradition et modernité. Cette illusion d'une vérité immuable, cette figure d'une identité idéale, si spécifique et pourtant si diffuse dans sa concrétisation, elle me semble très prégnante dès que l'on aborde ce qui est appelé l'Orient. Cette zone géographique gigantesque, totalement indéfinie, commençant, on ne sait où exactement, et finissant à son extrême qui serait l'île de nos questionnements. Le livre « L'orientalisme » d'Edward Said, s'il ne m'amène pas des réponses définitives et concluantes vis-à-vis de mes questionnements sur la culture japonaise, m'apporte néanmoins un généreux point de départ à ma réflexion. Ce livre de 1978 a visiblement été un coup de poing en son temps. Avant sa parution, de nombreux intellectuels se nommaient encore orientalistes, spécialistes d'une ou plusieurs cultures extra-occidentales. Après ce livre, la notion d'orientaliste est devenue, et à juste titre, un mot qui porte quelque chose d'obscène, et maintenant, même, d'obsolète. Mais avant de parler des orientalistes et de leur domaine, suivons ce que pourrait être l'Orient à partir du livre d'Edward Said. Les formules de l'auteur sont très incisives et présentent la manière et les effets de la construction du concept d'Orient, par opposition à celui d'Occident. Celui-ci aurait été plaqué depuis l'Europe sur des territoires géographiques gigantesques dans le but d'une domination de ces mêmes pays. Quoi de mieux qu'un petit cut-up de citations d'Edward Said pour apporter des notions de ce que serait cette vérité de l'Orient, dont on a oublié qu'elle n'est qu'une illusion. Je le cite. 2 points. L'Orient a presque été une invention de l'Europe, depuis l'Antiquité, lieu de fantaisie,
plein d'êtres exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, d'expériences extraordinaires. Je cite plus loin, 2 points. La relation entre l'Occident et l'Orient est une relation de pouvoir et de domination. L'Orient était orientalisé non seulement parce qu'on a découvert qu'il était oriental, selon les stéréotypes de l'Européen moyen du XIXe siècle, mais aussi parce qu'il pouvait être rendu oriental. Ou en parlant de l'Orient, je cite, 2 points. Il ne représente pas, il n'exprime pas quelque infâme complot, impérial, occidental, destiné à opprimer le monde oriental. C'est plutôt la distribution d'une certaine conception géoéconomique dans des textes d'esthétique, d'érudition, d'économie, de sociologie, d'histoire et de philologie. C'est l'élaboration non seulement d'une distinction géographique, le monde est coupé de 2 moitiés inégales, l'Orient et l'Occident, mais aussi de toute une série d'intérêts que non seulement il crée, mais encore entretient par des moyens tels que les découvertes érudites, la reconstruction philologique, l'analyse psychologique, la description de paysages et la description sociologique. Il est une certaine volonté ou intention de comprendre, parfois de maîtriser, de manipuler, d'incorporer même, ce qui est un monde manifestement différent, ou autre, et nouveau. Et enfin, je cite encore, 2 points. Ce que je prétends, c'est que l'orientalisme est fondamentalement une doctrine politique imposée à l'Orient, parce que celui-ci était plus faible que l'Occident, qui supprimait la différence de l'Orient en la fondant dans sa faiblesse. Au travers de ces quelques citations, il m'apparaît que cette notion identitaire d'Orient, par opposition à l'Occident, est issue d'un fantasme partagé, dont les occurrences remontent très loin dans le temps. Mais surtout, il m'apparaît aussi que cette notion a été structurée et solidifiée dans la période moderne, au travers de nombreux domaines scientifiques et esthétiques, dans des dynamiques parallèles non concertées, et dans un contexte de volonté de domination coloniale d'une partie de la planète. En un mot, c'est une machine identitaire infernale, construisant des pseudo-évidences à travers d'une comparaison, et souvent à partir d'une hiérarchisation des groupes humains entre eux. Édouard Saïd énonce un certain type de formulation qui ne cache pas son engagement. Il n'hésite pas à exprimer une certaine violence. Avec ce mode de langage, et tout au long de ses livres, il écrit le moment durant lequel naît un savoir et des représentations sur cet autre qui serait l'oriental. Il ne s'agirait pas d'une sorte de complot structuré en vue d'une finalité politique de domination, mais plutôt d'un ensemble de propos, d'énoncés, de discours qui émergeraient au début du XIXe siècle. Les sciences nouvelles se construisaient, elles permettaient de reconstituer des langues mortes et de retrouver à travers des schémas linguistiques la signification propre aux cultures disparues depuis parfois des millénaires. À cette période, avec l'essor de la biologie, Cuvier était capable de reconstituer le corps d'un animal disparu depuis des millions d'années, uniquement à partir de quelques os fossilisés, au travers desquels il calculait scientifiquement les rapports entre le tout et la partie. D'une manière relativement similaire, il semblait alors scientifiquement possible de reconstituer la culture de groupes d'individus, eux-mêmes disparus depuis bien longtemps. Que ce soit Champollion, avec le déchiffrement de la pierre de Rosette, qui a permis la lecture des hiéroglyphes égyptiens, ou que ce soit les traductions du sanskrit par Anquetil Duperron, sur le plan de la reconstruction des textes et des cultures anciennes, tout semblait devenir possible par les sciences les plus modernes et les plus objectives. En construisant des traductions, des corpus de textes, mais aussi des outils herméneutiques spécifiques pour analyser ces ensembles, des savants tels que Sylvestre de Sacy ou Abel Rémusat sont devenus au travers de leurs recherches et de leur filiation d'étudiants ceux qui savent la signification des textes des autres cultures, et parallèlement ceux qui en deviennent les exégètes, qui en font les sélections et qui en inventent les outillages d'analyse. Il a suffi ensuite dans un second temps de comparer ces différents résultats entre eux et d'en déduire des invariants, d'inventer une philologie moderne à la manière d'un Ernest Renan, et enfin de créer une hiérarchisation de ce qui seraient les essences intemporelles de chaque culture. L'esprit d'un peuple proviendrait des textes de leurs origines. Les savants européens étaient les mieux placés pour les déchiffrer scientifiquement. Ce sont bien eux qui ont instauré leurs valeurs et qui les ont classés dans le tableau synthétique de la géographie du monde. Tout cela semble être né d'un ensemble d'inductions dans les laboratoires de la science européenne, et cette dynamique a surtout eu pour effet la naturalisation de la domination occidentale et la confirmation de sa prétendue supériorité. En effet, de la classification, de la comparaison, émerge la norme de l'européen et de sa pseudo-légitimité à dominer les autres.
Il semblerait s'agir d'une construction totale des cultures extra-occidentales, mais aussi d'une représentation scientifique, objective et hiérarchisée. J'imagine volontiers un musée de sciences naturelles, dans lequel les différentes espèces de papillons sont classées dans des tableaux, par couleur ou par attribut, avec des groupes humains, avec des individus répartis en sous-ensembles, en fonction d'un centre ordonnateur fondé par les pays européens. En cela, toutes ces sciences du XIXe siècle que dépeint Edward Said accompagnent avec volontariat le projet colonialiste. Pour dominer, encore faut-il nommer. Pour connaître, il faut conceptualiser, inventer des outils pour être en mesure d'apporter des catégorisations a priori et absolument objectives. Il s'agissait de modèles de domination que seuls les dominateurs pouvaient utiliser. Il fallait pouvoir gérer les outils conceptuels pour connaître la culture de l'autre. Cet autre n'aurait alors pas les moyens de se connaître lui-même, faute de pouvoir appréhender la science moderne. Si l'autre voulait comprendre sa propre culture, il lui fallait apprendre à devenir occidental, c'est-à-dire perdre sa culture initiale. Il n'y aurait pas de meilleur moyen de dominer l'autre, de le coloniser, que de lui dire que s'il veut se connaître lui-même, il est pour son bien de devenir quelqu'un comme nous, sous notre garde, c'est-à-dire concrètement un esclave ou un demi-citoyen. Une fois ces différentes sciences orientalisantes tournant à plein régime, produisant des a priori sur les cultures des autres, les artistes et romanciers pouvaient utiliser cette grammaire de base et la perfectionner, la raffiner, lui donner une seconde existence dans l'expérience esthétique. Sont transposés alors sur le terrain des représentations sensibles tous les délires de supériorité, mais aussi tous les refoulements fantasmés, que ce soit une sensualité exacerbée ou encore une attirance morbide. Ce qui me semble dès lors étonnant, c'est que cette fiction inventée puisse coller superficiellement à la réalité. Ce fragment d'un quasi-réel, pouvant être essentialisé et sublimé, les artistes deviennent les meilleurs alliés de la domination et de la diffusion des valeurs du conquérant. Sommes-nous encore soumis à ce type de fonctionnement en ce qui concerne les artistes qualifiant les cultures extra-occidentales ? Malheureusement, je le crois. Même concernant ceux qui n'ont pas a priori le sentiment de saisir spontanément l'autre, pour un peu de reconnaissance, chaque artiste est capable de véhiculer des stéréotypes. Il le fait de bon cœur, gratuitement, et pour le bonheur de tous. Et potentiellement, plus un artiste est intelligent et cultivé, et plus il atteindra un degré de raffinement du stéréotype sur l'autre. Quant à la figure de l'orientaliste, qu'il soit savant, scientifique ou artiste, d'après Edward Said, que je cite, 2 points. Du point de vue psychologique, l'orientaliste est une forme de paranoïa. Ce descriptif sans concession me semble plutôt convenir aux individus que j'ai pu rencontrer et qui se prétendaient être des amoureux et des connaisseurs du Japon. Eux pensent saisir l'altérité, ils auraient le don de sentir, et trouveraient toutes les connexions cachées qui permettraient à leur intériorité de percer les secrets de toute culture. Aucune discussion n'est alors souhaitable. Face à ce type de comportement, il n'est pas possible de formuler des arguments cohérents qui mettent en doute des schémas souvent simplistes et collés sur une réalité qui, au contraire, est extrêmement mouvante et complexe. Ces orientalistes se comportent en professeurs dès que l'occasion se présente. Ils portent en eux l'idée de l'essence de l'autre, d'une manière analogue à certains croyants qui ont l'idée de Dieu en leur intériorité, avec une foi inébranlable. Cette critique des orientalistes et d'une construction de l'Orient est parfaitement menée par Edward Said. Je ne peux cesser de répéter que c'est un grand auteur, que son livre est salvateur, et qu'il devrait être lu préalablement à tout voyage vers une autre culture. Néanmoins, concernant le cas très spécifique du Japon, il me faut bien admettre que les ouvrages de Said ne permettent pas d'appréhender totalement la réalité de sa construction moderne. Avec d'un côté un regard qui a été porté depuis l'Europe, de l'autre avec le Japon qui a construit sa propre culture, et entre ces deux pôles, la relation complexe qui s'y serait jouée sort des schématisations présentes dans le livre de l'orientalisme, au moins en partie. C'est bien compréhensible, Edward Said a structuré ses remarquables hypothèses à partir de ses expériences personnelles et aux cultures auxquelles il est rattaché, et qui l'ont constitué. Dans ses livres, et sous la dénomination d'Orient, il est question en grande majorité de cette zone géographique, appelée maladroitement le Moyen-Orient, ou encore le monde arabe. Et malheureusement, encore au XXIe siècle, la relation de cette zone avec les pays issus de l'européanocentrisme du XIXe siècle est saturée de propos péjoratifs, de dévalorisation et de violence. L'histoire a du mal à se défaire de ce type de stéréotypes, tant ces mots ont structuré nos sciences et nos consciences. Quand on regarde la grande diversité d'énoncés existant sur les cultures considérées comme extra-occidentales, à la différence des dénominations qui qualifieraient le Moyen-Orient,
il existerait aussi un autre type d'Orient, plus éloigné, qui serait dans certains cas valorisé. Cet Orient serait tout aussi fantasmé, mais il serait rempli de projections d'une positivité et d'une préciosité. Si la dynamique de la construction d'une altérité, au travers des savants et des artistes, est comparable, il y aurait néanmoins une sorte de biporalité entre certaines cultures qui seraient répulsives et d'autres qui seraient, sinon attractives, du moins fascinantes. Han Cheng, dans l'introduction de l'ouvrage collectif La pensée en Chine aujourd'hui, datant de 2007, résume bien le regard porté actuellement sur la zone du monde appelée Extrême-Orient. Ce qu'elle dit de la Chine me semble analogue à ce qui pourrait être dit du Japon. Je la cite. 2 points. Certes, la Chine, si souvent représentée aujourd'hui comme une entité lisse, consensuelle, esthétique et esthétisante, semble sans rapport aucun avec l'objet oriental dont parle Saïd, volontiers perçu comme fanatique et congénitalement dressé contre toutes les valeurs les plus chères à l'Occident. Il y aurait donc d'un côté un Orient violent, assimilé par certains un empire du mal, et de l'autre un Extrême-Orient où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme, prospérité. Or, ces deux représentations opposées relèvent pourtant d'un même type d'invention, voire de fiction idéologique. Han Cheng note qu'il y a bien une cohérence dans la manière dont se sont inventées les différentes représentations des cultures extra-occidentales, mais elle juge aussi qu'il y a des décalages d'appréciation entre ces différents stéréotypes. Edward Said a rapidement évoqué la culture japonaise contemporaine dans son livre « Culture et impérialisme ». Je le cite. 2 points. En matière d'expression écrite et orale, la culture contemporaine du Japon est austère, et même pauvre. Dominée par le talk-show et la bande dessinée, plus les incessants colloques et débats de commission. En nommant de cette manière la culture japonaise actuelle, même Edward Said ne peut s'empêcher de produire une sorte de miroir. Il y aurait sous l'ombre de la domination actuelle une culture japonaise authentique qui ne pourrait s'exprimer, faute, je cite encore Said, 2 points, d'une dépendance appauvrissante à l'égard de l'Occident sur le plan culturel. Il me semble que cet argument d'une soumission culturelle, elle pourrait probablement correspondre à des phénomènes ailleurs dans le monde. Mais vis-à-vis de la complexité de la structuration de la culture du Japon moderne, je la trouve un peu réductrice. À la fin du XIXe et au XXe siècle, le Japon a construit en grande partie par lui-même ce qu'il nommait une culture orientale. Comment décrire cette situation ? Puis-je parler d'autocolonisation culturelle ? Puis-je parler d'une incorporation du modèle étranger ? Il m'est difficile d'affirmer une description sans trembler. Je pourrais peut-être simplement dire que le Japon a réinventé sa tradition pour, d'une certaine manière, l'orientaliser dans un rapport de force avec l'Occident, dans le but d'éviter sa domination. Sur cette question, Pierre-François Sully a écrit une formulation qui me semble juste. Dans son livre de 2016, Moderne sans être occidental, je cite, 2 points. Le cas japonais est plus problématique que les autres. D'une certaine façon, malgré l'éloignement du mainstream européen, le Japon ne peut et n'a jamais pu se penser dans les termes que dénonçait Edward Said, c'est-à-dire comme un tout que l'occidental aurait pour mission de connaître et de décrypter. Les Japonais n'ont cessé de se représenter eux-mêmes. Que dire, et comment expliquer certaines tentatives de construction d'une esthétique japonaise reposant sur l'importation de méthodes scientifiques et de stéréotypes orientalistes? Je pense par exemple à Kuki Shuzo, qui en écrivant dans le cadre de la philosophie européenne, fait émerger la notion d'Iki, qui serait d'après lui saisissable uniquement par des sujets japonais. De manière analogue à ce que décrit Edward Said, il me semble y avoir dans ce type de dynamisme quelque chose qui trouverait sa source dans un domaine de la pensée européenne, celle-ci permettant de spéculer sur une essence non occidentale. Mais il me semble important de noter une grande différence. La responsabilité de cette machinerie à construire une représentation orientale est à attribuer à un auteur n'étant pas et ne se souhaitant pas occidental. Il y aurait eu au Japon la construction d'une affirmation par opposition à l'Occident, mais il y aurait eu aussi recours à certains stéréotypes construits par l'orientalisme. Par exemple, celui de la sensualité orientale dans la figure de la prostituée a été développé par Kuki Shuzo sous la forme de la geisha. Je cite un passage du livre La structure de l'Iki datant de 1930. 2 points. Le rapport établi entre le kimono et les pieds nus suit une direction diamétralement opposée à celle empruntée par le monde occidental qui dénude le corps et couvre seulement les pieds. C'est ainsi la raison pour laquelle les pieds nus sont Iki. Une esthétique de la séduction japonaise, dans ce cas précis il s'agit d'une forme de prostitution,
serait opposé aux normes en vigueur de son équivalent européen. Ce passage me semble posséder tous les archétypes d'un récit orientaliste, et pour l'occasion, il n'est écrit ni par un savant, ni par un artiste européen. La construction d'un attribut de l'Orient dans une opposition avec l'Occident est un modèle qui permettrait de produire une culture ou une pensée artistique affirmée comme spécifique. Par exemple, Nishida Kitaro décrit l'esthétique de l'espace japonaise dans son texte « La création artistique en tant qu'activité formatrice historique » en 1941. Je le cite. 2 points. Or, si on considère que le vouloir artistique de l'Ouest saisit l'espace des choses, ne peut-on pas penser que le vouloir artistique de l'Est saisit l'espace du cœur? Ce type de textes que je qualifierais d'orientalisants et qui ont été écrits par des auteurs japonais sur la culture japonaise n'ont pas été issus uniquement du domaine de l'esthétique, mais aussi du domaine de la politique et de la technique. Ce fut d'ailleurs une des dynamiques de la modernisation de l'État-nation japonais jusqu'à la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment constitué en la construction d'un Orient impérialiste dépassant l'Occident impérialiste. Les exemples sont multiples dans la période de l'ultranationalisme à l'approche de l'entrée du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. L'école de Kyoto et les romantiques japonais ont théorisé ce dépassement de l'Occident de nombreuses manières, et souvent prenant un Orient dont le socle serait le Japon. En prenant une occurrence de ce type de discours, par exemple, Kōsaka Masaki et son texte « Le monde historique », écrit en 1937, il est possible d'y lire qu'il faudrait, je cite, 2 points, faire vivre le néant de type oriental au sein de l'histoire. Plutôt que de suivre la logique de la négation d'un philosophe comme Hegel, il y aurait l'affirmation d'un équivalent de type oriental appelé néant. Dès lors, l'émergence d'une notion extra-occidentale passerait par une forme d'opposition. Le meilleur moyen serait visiblement un conflit entre Occident-Orient, dans lequel, je cite encore Kōsaka Masaki, 2 points, la guerre est le dévoilement de la vérité historique et métaphysique. Ce type de propos est radical dans un moment de grande tension identitaire. Il faut évidemment remettre ces énoncés dans leur contexte. Néanmoins, la dénomination d'un Orient semblerait se déployer d'une manière différente de celle écrite dans l'orientalisme d'Edward Said. Ici, le rapport de domination semble avoir changé de sens et les énoncés servent à dévaloriser ce qui se nommait alors Occident. Cette valorisation de l'Orient a été parfois radicalisée par les formes du fanatisme dans les périodes folles du nationalisme, mais elle apparaît très souvent sur des phénomènes plus soft, tout en venant les teinter de notions identitaires. Maintenant encore, elle est très fréquente. Je pourrais volontiers nommer de renaissance orientale la démarche discursive qui valoriserait un Orient, souvent fantasmé, comme répondant à un Occident supposé en décadence. Pour pouvoir se déployer, cette dynamique demanderait une croyance partagée en une potentialité spécifique de l'Orient, de l'Extrême-Orient ou de l'Asie. Ces mots seraient pris dans un sens si large que ce territoire utopique serait probablement fantasmé. Cette croyance demanderait de supposer une certaine finalité de l'identité humaine, mais aussi un certain sens de l'histoire mondiale et des relations entre les cultures. Il me faudrait chercher les raisons de cette attirance, de cette fascination, dont nous sommes encore les réceptacles, cela au travers des résidus de représentation et de discours relativement répandus. La séparation des critiques, par exemple une qui serait occidentale et une qui serait orientale, postulerait aussi la comparaison des critiques, cette dynamique pouvant aller jusqu'au conflit des critiques entre elles. Dans le cas du Japon, il y a une construction de type orientaliste menée par des Européens pour catégoriser et probablement dominer cette zone géographique. Mais parallèlement, il y a visiblement eu aussi un contrepoint, un contre-modèle structurant une représentation de ce que serait le Japon, tout en incarnant un Orient dépassant son alter ego occidental. Cette séparation des critiques a pu mener à la folie, à une guerre de tous contre tous. Mais comment pouvait-il en être autrement dans la période qui était celle de la colonisation et de l'impérialisme généralisé ?